Dans le monde de la santé, c'est un défi de tous les jours. Comment assurer des soins de qualité et en toute sécurité? Eh bien, un outil est absolument essentiel pour y arriver, la supervision infirmière. Mais attention, on ne parle pas de simple contrôle, non, c'est un vrai levier de performance. Et on va voir ensemble comment ça fonctionne. La question de fond, elle est à la fois simple et incroyablement complexe. Comment on fait pour garantir l'excellence des soins au quotidien? Comment s'assurer que chaque geste est non seulement efficace, mais aussi sûr et humain? C'est le grand défi de tous les établissements de santé. Et pour y répondre, il faut une approche vraiment structurée. Pour y voir plus clair, notre parcours va se faire en 4 temps. D'abord, on va comprendre pourquoi la supervision est une nécessité. Ensuite, on verra comment on définit son cadre, avant de plonger dans le processus pratique en 3 phases. Et pour finir, on abordera un changement de mentalité qui est crucial, comment passer du rôle d'inspecteur à celui de facilitateur. Allez, on commence par le début. Pourquoi la supervision est-elle si fondamentale? C'est vrai, on pourrait la voir comme une simple procédure administrative, un truc en plus, mais en réalité, c'est bien plus que ça. C'est une réponse directe et nécessaire aux exigences de plus en plus complexes de la médecine d'aujourd'hui. Alors, de quoi on parle au juste? La définition est très claire. Il s'agit d'un processus continu. Retenons bien les mots-clés: soutien, encadrement et développement des compétences. On voit tout de suite qu'on s'éloigne de l'idée de contrôle pour se rapprocher de l'accompagnement. La nuance est énorme. Mais concrètement, à quoi ça sert? Les objectifs sont vraiment multiples. Bien sûr, il s'agit d'améliorer les compétences, mais aussi, et ça c'est crucial, d'identifier les problèmes avant qu'ils ne deviennent critiques. C'est donc un outil proactif qui donne de l'énergie aux équipes, qui permet de former sur le tas et qui s'assure que tout le monde avance bien dans la même direction. Ok, maintenant qu'on a vu pourquoi la supervision est nécessaire, voyons un peu comment elle s'organise. Dans cette deuxième partie, on va définir le cadre. Qui supervise qui? De quelle manière? Et sur quel domaine précis est-ce qu'on se concentre? Ce qui est très intéressant, c'est que la supervision, ce n'est pas un bloc monolithique. Ça fonctionne plutôt comme une cascade, à 3 niveaux. Tout en haut, au niveau stratégique, la direction fixe le cap pour les grands départements. Au milieu, au niveau tactique, les services infirmiers adaptent ça pour les unités cliniques. Et enfin, sur le terrain, au plus près du patient, on a le niveau opérationnel, où les infirmiers-chefs encadrent leurs équipes. Cette structure garantit une vraie cohérence du sommet à la base. Il y a principalement 2 manières de faire. D'un côté, la supervision programmée. C'est planifié, tout le monde est au courant, ça permet une évaluation bien structurée. Et de l'autre, la supervision inopinée, la fameuse visite surprise. Il faut bien comprendre que son but n'est pas de piéger qui que ce soit, mais plutôt d'avoir un aperçu authentique, une photo instantanée du fonctionnement quotidien et de la réactivité des équipes. Et qu'est-ce qu'on supervise exactement? Eh bien, le champ est très large. Ça couvre évidemment les soins infirmiers eux-mêmes, du geste technique à la relation avec le patient, mais ça inclut aussi la gestion de l'unité par l'infirmier-chef et même l'environnement de soins en général, comme l'hygiène des locaux. C'est une vision à 360 degrés de la qualité. Bon, après la théorie, place à la pratique. Comment on mène concrètement une visite de supervision pour qu'elle soit efficace? On va maintenant dérouler le processus étape par étape pour voir comment transformer ces idées en actions concrètes sur le terrain. Tout commence bien avant la visite elle-même. La phase de préparation est absolument fondamentale. On a une partie documentaire pour bien comprendre le contexte, une partie administrative pour que la communication soit fluide et surtout une préparation technique. C'est là qu'on définit les objectifs précis, les outils qu'on va utiliser et le rôle de chacun. Sans cette étape, la visite risque de manquer complètement sa cible. Le jour J, le processus est tout aussi structuré. On commence par une prise de contact pour mettre tout le monde à l'aise, puis on passe à la collecte d'informations. Mais le moment le plus important, c'est peut-être la 3e étape, le feedback à chaud. L'idée, c'est de partager les premières observations et de commencer à chercher des solutions avec l'équipe, avant même de repartir. On est vraiment dans une approche collaborative. La visite est terminée, mais le travail continue. La phase de conclusion est essentielle pour être sûr que ça ait un impact durable. L'équipe de supervision fait son propre bilan, un rapport formel est rédigé, mais surtout, un plan d'action est mis en place. Le but n'est pas de faire un constat ponctuel, mais bien d'enclencher une véritable dynamique d'amélioration. On arrive à la dernière section, et c'est peut-être la plus importante, l'élément humain. Parce qu'on peut avoir les meilleurs outils et processus du monde, au final, c'est la posture du superviseur qui fait toute la différence et qui transforme cette tâche en un vrai levier de développement.
Cette citation, elle est au cœur de toute la philosophie. Il faut passer du rôle de l'inspecteur, celui qui cherche la faute, à celui du facilitateur, qui aide à trouver des solutions. Ce changement de posture est fondamental si on veut créer un climat de confiance et de collaboration, qui est indispensable pour que la supervision marche. Un superviseur efficace doit en fait porter deux casquettes. Il y a la casquette du technicien, qui lui donne sa crédibilité parce qu'il connaît le métier sur le bout des doigts, et puis il y a la casquette du manager, qui lui donne son efficacité grâce à ses compétences en leadership et en communication. L'un ne l'a pas sans l'autre, c'est vraiment cet équilibre qui fait la force d'un bon superviseur. Du coup, quelles sont les qualités personnelles de ce superviseur facilitateur? Au-delà de la compétence et du respect, on retrouve des choses comme la flexibilité et la créativité, qui sont essentielles pour s'adapter à chaque situation. Mais la qualité clé, c'est peut-être cette capacité à responsabiliser les autres, à les transformer en acteurs de leur propre amélioration. Allez, pour résumer, si on ne devait retenir que les clés du succès, ce serait ça. 1. La supervision, c'est du soutien, pas du contrôle. 2. La planification, c'est non négociable. 3. Les objectifs doivent être clairs et partagés. 4. Le feedback au personnel, c'est une obligation. Et enfin, 5. Il faut un plan de suivi, sinon les efforts ne serviront à rien sur le long terme. Et on termine avec cette question, en voyant la supervision non plus comme une inspection, mais comme un accompagnement bienveillant et structuré, est-ce qu'on ne tient pas là une des clés pour construire un système de santé plus résilient, plus performant et surtout plus humain? C'est une réflexion qui mérite d'être poursuivie. Merci d'avoir suivi cette explication.